Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 37e épisode de Sensoscopie. Imaginez une photo ancienne de petite fille dans une maison de vacances en Limousin. Les voix se mêlent, le bois craque sous les pas, l'odeur et le goût de gelée de sureau est inoubliable. Un monde d'émotions et de sensations intactes qui attend juste d'être réactivé. Nous allons explorer comment ces impressions d'enfance ont façonné un parcours unique, de la création de récits à l'hypnose, du jeu des histoires à l'intelligence sensorielle appliquée à la vie et à la thérapie. Nous parlerons de l'art délicat de ne pas savoir, de la magie qui se crée quand on suspend ses certitudes et que l'inattendu peut surgir. Installez-vous confortablement, laissez-vous porter et je laisse tout de suite mon invité se présenter. Je suis Emmanuelle Sardou, je suis hypnothérapeute, formatrice en hypnose et je développe des ateliers autour de la thématique de l'art délicat de ne pas savoir. L'art délicat de ne pas savoir. Alors déjà, Oui. C'est très intelligence sensorielle, ça. Avant qu'on développe ce passionnant sujet, vous m'avez amené une photo. J'aimerais que vous me parliez de l'univers sensoriel de cette époque et de où ça se passe. Alors, c'est une photo qui date de l'été 72. Je viens de revenir du Québec avec mon père, où j'ai passé en fait toute mon enfance. Et là, ça se situe dans un tout petit village à côté de Limoges qui s'appelle Sainte-Marie-de-Vaux, où il y avait une maison que la famille louait pour les vacances. Alors, c'était une petite maison, petite maison de poupée, adossée à la grande maison très chic avec plusieurs étages, des belles pierres, des belles grandes fenêtres, de la vigne vierge, etc., un étang, une forêt, etc. Maison de maître. La maison de maître. Nous, c'était la petite maison. La maison du gardien. Voilà, à côté de la maison de maître. Donc, c'était une maison où on se retrouvait en famille, du côté famille de mon père. Avec des cousins, du coup. Donc avec des tontons, des tatas, des parrains, des cousins, des cousines. Rassemblement familial de l'été. C'était le rassemblement familial autour de ma grand-mère et de mon parrain. Mon grand-père est mort tout début des années 50. Mon parrain était curé. À l'époque, il était directeur du petit séminaire d'Ambazac à côté de Limoges. Et en fait, mon père est rentré en 6e, je pense, avec plus ou moins un an d'avance. En tout cas, il a été admis au petit séminaire parce que justement, il venait de perdre son père. Et puis en fait, l'abbé Giry, il s'appelait, a été comme une espèce de père de substitution, une espèce de figure tutélaire. Enfin, il s'est vraiment occupé de mon père et puis de mes tantes, jusqu'à un moment où en fait, il a fait partie de la famille. Voilà. Et c'est votre parrain? Oui, c'était mon parrain, oui. Oui, tonton Joseph, il s'appelait.
Et quant à alors l'univers sensoriel de cette période, j'ai un souvenir en particulier dans cette maison. C'est là que pour la première fois j'ai mangé un avocat. Et c'est une sensation très très particulière dont je garde La texture. encore le souvenir, la texture. Et j'ai toujours tendance aujourd'hui, quand je mange un avocat, à comparer à ce premier avocat de ma vie. Quelle référence! Oui. Mais c'était pas un avocat du jardin. Ah non, non, C'est c'était un avocat qui vraiment... avait voyagé. Il n'y a pas d'avocatier en Limousin. Ouais, non, non, celui-là, à mon avis, il avait pas mal voyagé. C'était aussi une époque... mon père était un très très grand amateur de musique. Et donc vraiment, j'ai baigné dans les albums des Beatles, des Rolling Stones, de Pink Floyd, de Neil Young. Il y avait vraiment Un fond sonore ouais, d'évasion et de rêve. toute une ambiance musicale très très présente. C'est quelque chose qui est resté, ça, d'avoir besoin d'une ambiance musicale ou... Euh, Enfin, besoin. Quelque chose qui a habité un univers. Hein. C'est quelque chose que après ces années-là, j'ai passé entre 14 et 18 ans, j'étais chez lui, mes parents étaient divorcés, et il avait une énorme bibliothèque, enfin une énorme armoire ancienne dans laquelle il rangeait ses vinyles, et il avait une collection de 5000 vinyles, quoi. Donc avec la platine qui allait bien, avec les enceintes qui avaient été faites pour lui par un artisan, donc c'était... une passion. ouais, complètement, complètement. Et, et c'est quelque chose qui a encore énormément d'importance pour moi aujourd'hui. Mais j'écoute pas autant de musique qu'il en écoutait. Mais de mettre la musique appropriée à l'instant, Oui, c'est important. complètement. Ça vient soutenir. Oui, oui, par exemple, par rapport à l'atelier dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai vraiment réfléchi sur certaines expériences à c'est quoi la musique qui va aller à cet endroit-là. Comme dans un film. Oui, c'est ça. C'est ça. De quelle façon ça soutient, de quelle façon ça colore, quelle vibration ça met en place, quelle énergie ça met en place. Donc il y a une grosse réflexion autour de ça. Voilà, donc une empreinte sensorielle venue de votre père, Oui. qui est encore active aujourd'hui et que quelque part vous avez peut-être même transmis à vos enfants, je ne sais pas. Ah bah mes deux filles sont aussi très très sensibles à la musique, avec des trucs qui me surprennent. Par exemple, alors ça vient pas du tout de mon père par contre, elles sont toutes les deux fans de Charles Aznavour. Et donc elles chantent par cœur plein de chansons de Charles Aznavour. Et alors Charles Aznavour et comment s'appelait cette chanteuse d'origine égyptienne, celle qui chantait Parole, parole, parole. Dalida. Dalida. Donc voilà. Cette chanteuse égyptienne. Donc elles ont ça, Aznavour et Dalida. Mais en même temps, bon après, si on leur met les Beatles, elles ne sont pas mécontentes non plus. Donc une enfance avec la famille, les cousins, ce grand-père curé Joseph qui baronne un peu tout le monde et qui est là en protecteur. D'autres choses? Mes deux grands-mères étaient d'excellentes cuisinières. Le goût. Oui, donc j'ai jamais eu, enfin, j'avais pas un très très gros appétit, mais j'ai le souvenir que quand j'étais avec mes grands-mères, en tout cas, je mangeais beaucoup plus que d'habitude parce que c'était vraiment bon. Et j'ai un souvenir un été, toujours à cet endroit, et je leur ai posé la question depuis, elles ne s'en souviennent pas. J'ai une de mes tantes qui a fait de la gelée de sureau.
Ah oui, avec les fleurs blanches, là. Oui, Mm. mais du fruit, donc après les fleurs. Et la gelée de sureau, c'est absolument délectable. Et j'en ai fait d'ailleurs depuis que je suis grande, j'en ai fait moi-même. Euh, mais oui, ce truc de gelée de sureau, c'était un grand souvenir sensoriel. Et puis il y avait le côté, vous savez, l'odeur des vieilles maisons, le côté avec du bois, de la cire, de la poussière, de la cuisine. Enfin bon, une espèce d'odeur comme ça, très... comme si ça parlait de l'âme de la maison, quoi. Mm. Ouais, donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se manifeste à certains moments. Ben, le besoin d'être avec des choses peut-être anciennes ou une maison, c'est-à-dire que vous êtes cet environnement sensoriel de l'époque, il a imprimé que cette ambiance-là est quelque chose de sécurisant, rassurant, Oui. le bon plat réconfortant, la musique qui soutient. Mm. Vous sentez que c'est quelque chose vers lequel vous avez tendance peut-être à activer Alors, aujourd'hui? il y a des maisons dans lesquelles je rentre où je retrouve d'une certaine manière ces sensations-là. Ce côté, effectivement, où il y a une présence dans la maison, il y a une âme, il y a une vibration dans la maison qui est pas la maison Bouygues, quoi. Où il y a des générations qui se sont succédées, Il y a de la transmission, il y a de l'histoire, où il y a de l'histoire, où il y a des meubles de anciens la patine. qui ont servi, enfin euh, ce temps long qu'on peut sentir dans certaines maisons. Et Ça, ça, c'est que... effectivement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Hmm. Comment on devient hypnothérapeute? Comment se vient ce... on part d'une maison, on part d'une photo, ce besoin de... On sent qu'il y a un besoin de profondeur, d'histoire, d'authenticité. Et puis, quand vous m'annoncez ce que vous faites aujourd'hui, vous me dites hypnothérapeute, mais avec des ateliers, visiblement. Rappelez-moi cette phrase du départ. L'art délicat de ne pas savoir. Ouais, moi j'ai hâte de savoir. C'est toute la subtilité du truc. Alors, comment on devient hypnothérapeute? Euh, Chacun a une histoire. Moi, j'ai commencé par être scénariste pendant 25 ans. Donc, j'ai commencé par raconter des histoires. Vous venez des histoires de cette maison? Il y a eu pas mal d'histoires. Euh, pas mal d'histoires de famille. Et puis, un jour, j'écrivais avec un monsieur qui s'appelle Henri Gougaud. Les 7 plumes de l'aigle, l'édit de Maître Chonglang. Enfin bon, il a écrit plein de choses. C'est un célèbre conteur français. Ouais. Et on écrivait un scénario ensemble. Et un jour, on était en train de discuter de je ne sais plus quoi. Et il me dit, vous savez, Emmanuel, la vie nous mène où elle veut. Et c'est une phrase qui m'est toujours restée en tête. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et la vie m'a menée à un moment donné, croiser un ami scénariste qui me parle de cette expérience qu'il vient de faire l'été précédent, d'une espèce de formation pendant 4 semaines à l'hypnose ericksonienne. Et il était, comment dire, il était extrêmement enthousiaste. Il disait on devrait apprendre ça à l'école. Et il m'a dit, et toi, je suis vraiment sûre que ça te plairait, quoi. T'es prête pour ça, t'es faite pour ça. Donc, je suis allée, j'ai mis un peu mon nez là-dedans. Et puis, j'ai fait la première semaine de formation, histoire de, tâter l'eau, quoi.
Et en fait, la première heure du premier matin du premier jour, ça m'a fait E.T. Come Home. J'aime Mais, beaucoup cette expression. mais vraiment, quoi, je me suis Retour à dit, la maison. ah, mais tellement, quoi, c'était... ça faisait comme une espèce de résonance ou une espèce d'écho à Plein de choses. plein de choses, de l'enfance, des souffrances, des blessures, de mon intérêt pour la psyché, les émotions, l'intuition, les choses comme ça, mes années aussi de thérapie, Et le scénario? et le travail bien sûr de scénario et de construction de personnages et tout ça. Enfin, c'était... Incroyable. Donc à la fin de la semaine, bah, j'étais tombée dans la marmite. Et j'ai suivi la formation jusqu'à la fin. Vraiment, toutes les formations qui étaient et centrales et satellites, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait. Et j'ai démarré mon activité en, en 2015 et vraiment avec un premier cabinet en 2018. Et ces ateliers? Alors, ces ateliers, c'est quelque chose d'assez récent. Je suis rapidement devenue formatrice dans l'école où je me suis formée, en cycle 1, donc c'est vraiment les 4 semaines de formation initiale, et dans ce qu'on appelle hypnose conversationnelle, qui est une façon un peu élégante et indirecte de travailler en thérapie. Et puis, il y a certains moments hein, dans la vie d'un thérapeute où il y a ce qu'on appelle de la fatigue compassionnelle, du syndrome vicariant, où quelque part on accueille un peu tout le malheur du monde, et bah, il y a des fois où c'est plus compliqué que d'autres, et des fois où on va au cabinet à reculons, et puis il y a des clients qui nous agacent, et puis voilà. Et je tournais un peu autour de ça, et je me suis rendu compte que quand j'étais dans cet état-là, c'est que j'étais plus dans le vouloir faire que dans accepter de juste être une présence thérapeutique. Et donc, j'ai vraiment, à un moment donné, pris la décision de, OK, quand je me sens comme ça, je me recule dans mon fauteuil et je ferme ma bouche. Et je ferme ma bouche jusqu'au moment où il y a quelque chose qui me traverse, qui émerge, qui surgit, qui apparaît, qui a besoin d'être dit, quoi. Et je me suis rendu compte, ça c'est des moments qu'on partage, enfin dont on parle beaucoup hein, entre thérapeutes, les moments où tout à coup quelque chose apparaît et on ne sait pas d'où ça vient. Et on ne sait pas, mais en tout cas, on est traversé par ça. Et on est voilà, comme une espèce de vecteur, quoi. Comme si on avait un radar ou des antennes et qu'il y avait quelque chose qui... oui, un champ particulier voilà, d'écoute qui permet un ajustement. C'est ça. C'est une posture, une présence. Ouais. Et quand ça arrive, donc il faut être au bon endroit pour pouvoir l'entendre. Mais il y a vraiment ce truc de je sais quoi dire, je sais comment le dire, je sais de quelle façon le dire et je sais quand le dire. Et poum, ça tombe juste tout le temps. Et donc l'art délicat de ne pas savoir, ça y est, je fais le lien. Ça tourne autour de ça, c'est-à-dire vraiment créer une dynamique, une ambiance, un état où des thérapeutes confirmés, mais en fait, depuis que je l'ai fait, je me rends compte que je pourrais très bien le décliner pour du grand public ou très bien le décliner pour des créateurs, pour des artistes, pour des etc. Mais créer justement
cet état de présence, d'attention au corps, d'attention à de quelle façon le corps réagit à telle ou telle proposition, et de vraiment aller écouter qu'est-ce que ça dit dedans. Vous voyez ? Et donc ça passe par des choses... en fait, c'est des ateliers où il y a aussi une forme de retour à l'enfance. Et c'est vraiment quelque chose qui... moi, quand j'étais petite, je faisais de la potion magique, quoi. J'adorais faire avec des feuilles, avec des machins, bon. Et par exemple, le premier jeu de cet atelier, c'est on change de prénom. Et on prend un prénom de magicien ou de magicienne. Mais avec une règle très précise, c'est qu'on doit utiliser toutes les lettres de notre prénom. Mais transformées. Soit en les simplifiant, soit en les multipliant, soit comme on veut. Mais par contre, il faut vraiment utiliser toutes les lettres de notre prénom habituel. Donc, par exemple, moi, mon prénom, c'est Emmanuel, et mon prénom de magicienne, c'est Malune. Et dans Malune, en fait, il y a toutes les lettres d'Emmanuel, mais une seule fois. Okay. Et le fait de créer, de déjà poser cette transformation. Et une permission de changement, oui, dans un cadre qui est déjà là. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une première métamorphose. Yes. Et ça permet justement d'ouvrir. Je suis moi et je suis quelque chose d'autre ou de plus ou de différent de moi. Ce que vous disiez m'évoque énormément cette façon qu'on peut de faire vivre, sans le savoir, des personnages très riches à l'intérieur de nous. Et quand on commence à mettre des mots, comme un nom de magicien ou de magicienne, comme vous le faites, je pense que ça doit être très pertinent. Je trouve ça très pertinent. Mais ça résonne aussi, ce que vous dites, avec une façon de travailler en hypnose qui est extrêmement efficace. Extrêmement, oui, efficace. C'est, vous savez, quand on se retrouve dans cette situation où on se dit je sais que je ne devrais pas réagir comme ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a une part consciente, mentale, etc., qui juge que c'est pas OK, c'est pas approprié, c'est pas adéquat. Et pourtant, il y a une part qui veut pas lâcher le comportement ou l'émotion ou l'affaire, etc. Et en fait, cette part-là qui résiste, en fait, nous les résistances sont nos amis, quoi. C'est exactement à cet endroit-là qu'on va travailler. Et en fait, une technique, c'est de proposer à la personne qui travaille de laisser cette part comme sortir de soi et s'incarner à l'extérieur, en suggérant que ça peut prendre une forme humaine, animale, végétale, minérale, symbolique, musicale. Mais de la personnifier. Mais c'est ça, de vraiment, pas forcément la personnifier, mais qu'elle s'incarne à l'extérieur, qu'elle prenne une forme. D'accord, mais ça peut être un objet. Quelle que soit la forme. Ah oui, j'ai eu des crocodiles, j'ai eu des Pac-Man, j'ai eu un piano, j'ai eu... Bon. Mais une fois que c'est à l'extérieur, on peut travailler en dialogie. C'est-à-dire, OK, cette part de vous qui ressemble à ça, quand vous la regardez, ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle? Comment est-ce qu'elle a envie qu'on l'appelle? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? De quoi elle a besoin? De quoi elle a peur? On peut installer un dialogue. Et donc on crée un dialogue et en fait on amène cette part qui jusque-là était plutôt inconsciente à être comme conscientisée et à pouvoir exprimer à quel besoin elle répond en maintenant un comportement que la part consciente réfute ou refuse ou voudrait transformer. Oui, c'est-à-dire que voilà, on arrive à se servir d'un bloc, enfin une forme de censure ou d'une attitude, comme on accueille totalement l'attitude et on travaille avec l'attitude plutôt que de dire faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça, non, complètement. etc. On fait avec ce qu'il y a dans le frigo, comme on dit. C'est exactement ça. Très, très intéressant, parce que pour le coup, ça réveille vraiment une intelligence sensorielle de qu'est-ce que je fais de ce que je ressens. C'est ça. Donc ça donne vraiment une piste de...
ce qu'on appelle aussi travailler en sous-modalité. Cette part de vous qui a besoin que tout le monde l'aime, à quoi elle ressemble? C'est une espèce de grosse boule rose, transparente, et elle est assez légère et assez froide, et il y a des nuages dedans, et elle brille, et quand je la vois, je sais pas, je ressens à la fois de l'affection, mais aussi un peu de tristesse. Bon, et à partir de là, en fait, vous voyez, là, on est vraiment sur imagination, créativité. Mais pour un hypno, l'imagination, c'est vraiment l'autre face de l'inconscient. Donc, comme on va aller travailler sur l'imagination, ça va faire bouger des structures inconscientes, émotionnelles, enfantines, etc., etc. C'est passionnant la façon dont vous avez d'en parler parce que je trouve que ça reboot vraiment avec ce premier élan de scénariste et on est parti d'une Complètement. maison avec un fourmillement familial particulier et donc on sent un sens, une évidence à aboutir à ces ateliers d'écoute et d'avoir de la volonté non volontaire. Oui, et c'est vraiment ces ateliers, il y a vraiment quelque chose en tout cas, je les ai construits de façon à ce que euh, ça soit vraiment une part d'enfance qui est l'espace et le temps de se déployer. Donc il y a le changement de prénom, qui est déjà un rituel quand même assez puissant, je crois. Mais il y a aussi, à un moment donné, il y a plein d'objets sur un plateau, et puis on tire le prénom d'un des participants à l'aveugle, et avec le papier et le nom de la participante en l'occurrence, qu'on ne connaît pas encore, on choisit un objet sur le plateau. Okay. Et une fois qu'on a l'objet, on ouvre le papier, on sait à qui l'objet s'adresse. Et on part de l'objet et on fait comme une espèce d'oracle. Cet objet raconte ça, ou cet objet te demande ça, ou cet objet a besoin qu'il se passe, ou dit qu'il faut qu'il se passe ça dans ta vie. Donc il y a ça, il y a... on joue aussi avec des portraits chinois, on raconte aussi à quoi ressemble le monstre qui nous protège. Donc il y a plein de pistes comme ça, différentes de déploiement de l'imaginaire. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on a une base de psychologie Oui, qui est, voilà, et puis les compétences comportementales. Donc en fait, vous hybridez euh, euh, une approche thérapeutique, mais en ouvrant et en utilisant tous les outils de la création et de votre parcours, en fait. absolument. Donc Oui. j'aime bien la façon de marier et de faire alliance avec aussi des... On le voit souvent dans les reconversions professionnelles, ça nous donne un atout pour faire à notre manière un nouveau métier et ça élargit plutôt que rétrécir. Je dis ça parce que les gens parfois ont peur de se lancer dans des nouvelles carrières ou des nouveaux métiers et pourtant ils sentent qu'ils sont dans même en aimant toujours son métier, et c'est pas forcément parce que l'IA l'a remplacé ou c'est des métiers difficiles. Des fois, on a une lassitude, on a besoin d'étoffer, de nourrir, de changer. Et là, on sent que chez vous, il y a quelque chose qui s'est vraiment transformé. Et avec ces ateliers, c'est comme vraiment une quintessence de votre parcours. Quand je vous écoute, ça me fait penser à quelque chose que vous connaissez très bien, c'est les tapisseries d'Aubusson. Oui, c'est vrai. Et dans cet atelier, à un moment donné, on fait une espèce de tour de piste, et chaque participante dit à la personne à qui ça s'adresse, moi je te vois comme ça, tu es quelqu'un qui. Et une des participantes m'a dit quelque chose comme bah, toi, ma lune, tu tisses avec tous les éléments de ta vie,
Tu tisses un tissu très léger, soyeux et en même temps très très chaud. Et absolument tous les éléments de ta vie rentrent dans la tapisserie. Ouais. Et bon, C'est ce qui me touche. forcément j'étais super touchée de cette description. Mais oui, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant, pour pas dire carrément jouissif, dans le fait de, à un moment donné, relier tous ces fils et toutes ces compétences que j'ai. Oui, et puis que ça danse, enfin que ça s'anime. Oui, complètement. Parce que le poids de la connaissance et le poids des événements peut être plus lourd. Oh oui. Et intense. Oui. Donc comment rester léger et intact dans la vie et ses cabosses? Alors intact, ça je sais pas. Ça me rappelle une phrase de la sagesse juive qui dit il n'est de cœur entier que brisé. Oui, mais bien sûr. Donc intact, je sais pas, mais je pense que aussi une des choses que m'a apporté l'apprentissage de l'hypnose et de la présence thérapeutique et tout ça, c'est justement de ramener de la légèreté, de ramener du rire, de ramener quand on réussit à faire rire un client ou une cliente de son problème, la thérapie est à moitié faite, quoi. Quelque chose un peu comme ça. Retrouver l'innocence de l'enfance, qui peut jouer et s'émerveiller avant le sérieux. Donc on a ce côté sérieux parce que sinon on n'aurait pas survécu. À un moment donné, il faut des codes et une discipline, je pense, pour survivre. Enfin, vivre, tout simplement. Et danser avec le chaos. Mais pour reparler de l'enfance, on sent quand même dans la façon dont vous avez de parler que le drapeau est déjà planté à ce moment-là, de cette façon d'observer l'agitation, enfin pas l'agitation, mais comme si le recul était déjà installé. Alors, je ne vais pas forcément répondre directement à votre question. Je vais prendre un détour. J'ai créé avec une amie qui est aussi hypnothérapeute et une autre amie qui est comédienne, professeure de théâtre et clown. On a créé un atelier qui s'appelle Hypnoclown et qui est destiné vraiment à permettre aux hypnos de travailler leur posture. Et parce qu'en fait, l'apprentissage du clown, les bases de l'apprentissage du clown, c'est d'une façon assez spectaculaire exactement ce qu'on recherche quand on forme des hypnos, pas forcément jeunes, mais en tout cas débutants, ce qu'on va chercher à leur inculquer justement en termes de posture. Donc je ne donne pas de conseils, j'ai l'innocence d'un enfant, comment tu fais pour avoir ton problème, je ne filtre pas, ou en tout cas j'ai conscience de mes filtres, donc j'impose pas mes croyances à l'autre. Enfin bon, il y a plein d'éléments comme ça. Et donc c'est un atelier qu'on anime par deux. Donc il y a toujours Mylène qui est la boss, et puis soit Aurélie, soit moi qui sommes là pour la partie hypno. Et donc il y a 6 ans, non, il y a 8 ans, j'ai créé mon clown. Madame Joséphine Zouzou. Et je l'ai travaillé forcément au fur et à mesure à chaque atelier. Et aujourd'hui, Madame Zouzou, elle fait des trucs, mais
que personnellement je serais absolument incapable de faire. Euh, et il y a vraiment eu dans cette expérience, et il y a encore dans cette expérience, une espèce de renaissance de l'enfant, de renaissance de la petite fille. Et je reviens à la réponse à la question précédente, c'est-à-dire que la vie n'était pas toujours facile. J'avais une très méchante maman et il fallait pas faire de bruit, il fallait pas prendre de place et il fallait pas exister trop, quoi. Donc j'ai eu une éducation où j'ai appris à rester en retrait, à fermer ma bouche, à être jeune fille très très raisonnable, bonne à l'école et tout ça. Bon. Et aussi à observer, parce qu'il y avait un côté épée de Damoclès, on savait que ça allait tomber, mais on savait ni pourquoi ni quand. Donc un don d'observation vraiment travaillé un peu à la dure. Et avec Madame Zouzou, en fait, c'est comme si la petite fille que j'ai été avait enfin pu déployer toute sa folie, sa fantaisie, son goût du drama, voilà, Exagération. c'est l'exagération, une expérience extraordinaire, Libératrice. super libératrice. Et- Et dans l'atelier, dans l'art délicat de ne pas savoir, il y a aussi beaucoup de Madame Zouzou. Hmm. Donc en fait, ces ateliers, ça dure combien de temps? Hypnoclown. Non, Le- ouais, Alors, l'art délicat de ne pas savoir, pour l'instant, c'est sur 2 jours. d'accord. Là, j'ai une demande pour aller en faire un à Casablanca, où on me demande de le faire sur 3 jours. Mais en fait, quand j'y pense, après, c'est vraiment une question de mise en place, mais je pourrais faire 5 jours sans mais aucun problème. c'est un voyage. Ou des, voilà, ou Non, des mais traversées, ou il faut se donner du temps. des résidences de 10 jours. Non, mais Enfin, voilà, tout est bien possible, sûr, quoi. bien sûr. Les gens ont besoin de temps long, comme vous Mm. disiez tout à l'heure. Le temps de retrouver et de se récupérer. On le voit bien quand on fait un travail thérapeutique, je sais pas moi, d'1 heure tous les 15 jours, ou même des fois par semaine Mm. ou par mois, le temps que ça prend Mm. pour aller récupérer les morceaux. Ça peut être, oui, ça peut être 10 jours. Après, c'est après une histoire de prix et de disponibilité, puisqu'on sait que les gens, où ils ont du temps et pas d'argent, où Mm. ils ont de l'argent et pas de temps. Je ne sais pas ce que c'est que cette équation. C'est bizarre, hein? Il y a aussi un autre atelier que je donne, mais là, qui est vraiment destiné aux scénaristes et aux auteurs. Ça s'appelle l'imagination au pouvoir. Là, c'est sur 4 jours. Et l'idée, c'est vraiment, je mixe psychoéducation, euh, théorie de l'inconscient, de l'imaginaire, de comment ça fonctionne l'imagination, C'est de la science cognitive. Hein. Voilà, c'est ça, le stade de développement, école de thérapie, etc. Et vraiment des techniques qui sont des techniques thérapeutiques beaucoup inspirées de la PNL, la programmation neurolinguistique, et du rêve éveillé dirigé. Et c'est super intéressant parce que les scénaristes arrivent avec un projet, avec un personnage avec lequel ils sont bisbilles, que sais-je encore. Et on va passer 4 jours justement à explorer avec plein de, comment dire, en multipliant les angles. Et c'est aussi des expériences qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que dans cette, comme vous l'avez signalé, l'importance de la posture du thérapeute et l'importance de la bonne distance envers sa propre histoire, hein, c'est un travail au long cours. Est-ce que vous avez des rituels ou des pratiques ou des choses que vous avez mis en place dans votre quotidien pour vous relier à cette intelligence sensorielle qui fait d'être à l'écoute des signaux est-ce qu'il y a quelque chose qui a construit une espèce d'hygiène de la sensibilité, on pourrait l'appeler comme ça?
Là où je me suis formée, parce que je ne prétendrai pas que ça existe absolument partout, mais là où je me suis formée, une des bases, c'est on rejoint l'autre là où il est. Euh, et partant du principe que la carte n'est pas le territoire, j'adopte la carte du monde de mon client, de ma cliente, pour commencer. Et si j'ai des jugements là-dessus, je les garde pour moi. En termes de vraiment sensoriel, peut-être qu'une façon de répondre, c'est j'écoute avec les yeux. C'est-à-dire qu'il y a les mots qui sont prononcés, mais les mots qui sont prononcés, j'avais un formateur qui disait quand un client arrive pour la première fois, c'est comme un enfant qui arrive avec son collier de nouilles pour la fête des mères, quoi. Donc c'est le truc, il a déjà raconté cette histoire-là à What 1000 personnes. C'est l'histoire qu'il connaît par cœur. Mais c'est très rarement à cet endroit-là que je vais travailler, puisque là, c'est juste l'histoire qui se raconte, quoi. Et un de mes points de repère, c'est, vous savez, cette phrase dans Pirates des Caraïbes, ton problème, c'est pas ton problème c'est l'histoire que tu te racontes sur ton problème. Et donc, en fait, j'écoute, je prends le collier de nouilles, hein, je le prends et puis je l'apprécie et puis tout ça, mais je regarde c'est quoi le non-verbal qui va avec, c'est quoi les mouvements, c'est quoi les gestes, avec quelle main est-ce que cette personne parle de son problème, avec quelle main est-ce qu'elle parle de sa solution, comment... et puis, on acquiert aussi une compétence de calibration, d'observation, où je vois arriver une émotion à 3 km, quoi. Et donc, je peux éventuellement dire, qu'est-ce qui se passe là pour vous? Il y a de l'émotion? C'est comment? Comment vous pourriez me la décrire? Et en général, quand il y a une émotion, bah, c'est ce qu'on appelle une régression spontanée. Donc, on va voir à quel endroit cette émotion nous emmène. Et j'écoute aussi le paraverbal, c'est-à-dire de quelle façon les choses sont prononcées, comment la voix, elle change, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme subtilité de tonalité. Donc voilà, il y a cette espèce d'expertise en fait dans l'observation de l'autre qui fait que j'entends les mots, mais j'entends les mots avec un contexte beaucoup plus global. Oui, C'est-à-dire, c'est-à-dire que la définition du mot est sensorielle finalement, c'est-à-dire que la respiration qu'il va y avoir avec, oui, le timbre de la voix, oui. le moment où il est prononcé. Comment le corps bouge à ce moment-là, la Mm, tonicité du corps, mm. comment est-ce que tout à coup il peut y avoir une rougeur qui apparaît, ou les yeux qui se mettent à briller, ou la voix qui se casse, ou tout ça sont des indices finalement beaucoup plus pertinents que les mots qui sont prononcés. C'est une vibration. Ouais. L'hypnose, enfin, l'induction hypnotique, elle peut se faire de tas de façons différentes. Elle peut se faire juste en parlant comme ça, mais l'idée c'est toujours de je capte votre attention et je la dirige vers un endroit où elle ne va pas d'habitude. Ou je peux utiliser des choses très simples, comme par exemple la fixation du regard, qui est une des techniques les plus classiques, traditionnelles, vous savez, Le pendule. avec le fameux pendule. Où là, en fait, on utilise des réactions physiologiques qui vont induire de la transe. Mais je pourrais aussi bien partir de, tiens, il y a une émotion qui arrive, si cette émotion était comme un véhicule pour vous emmener à un endroit où il y a besoin d'aller travailler, où est-ce que ça vous emmène? Et le fait de justement suivre l'émotion et voyager dans le temps,
C'est aussi une forme de transe hypnotique. Euh, et ça va énormément dépendre des personnes et de leurs croyances. Euh, je peux avoir des gens dans mon cabinet où leurs mains ont bougé dans tous les sens sans qu'ils s'en rendent compte pour faire des trucs et des machins. Et puis qui à la fin me disent bah, en fait, j'étais pas en transe parce que je vous ai entendu tout le temps. Donc maintenant, je préviens que de toute façon, ils vont entendre tout le temps. Mais il y a aussi des gens qui rentrent dans des transes extrêmement profondes où il n'y a plus de son, plus d'image et où, bah, en fait, on attend en silence qu'ils fassent Le travail le se fasse. job, quoi, C'est ça. parce que là, on n'a juste Il rien y à a un faire. Donc, il y a vraiment des tas de formes très très différentes. Ça dépend des personnes, ça dépend des imaginaires. Il y a des gens, il suffit de leur dire fermez les yeux, c'est quoi la première chose qui arrive et pouf, il y a un univers absolument incroyable qui se déploie. Ça a aussi une dimension culturelle, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui sont originaires d'Afrique vont développer des trans beaucoup plus corporelles. Ah bon? Si vous voulez, il y a eu au XVIIIe siècle Mesmer avec le fluide animal. Euh, Le fluide animal. Bah, vous savez, les baquets de Mesmer, enfin, c'est pas le créateur de l'hypnose, hein. L'hypnose, ça remonte au temple de Delphes et aux pyramides, quoi. Les pitis. Les pythis, et puis il y avait une technique qui s'appelait, je sais plus comment, mais dans les temples, il y avait des lieux particuliers où les gens qui avaient besoin Venaient déposer allaient leur... dormir, Hmm. etc. Et pendant leur sommeil, le dieu faisait le job, et quand ils sortaient du sommeil, bah, ça allait mieux. Enfin bon, donc il y Il y avait avait des rituels. déjà dans l'Égypte ancienne et en Grèce, il y avait déjà ça. Et qu'aujourd'hui on appelle la transe. Et puis il y a eu l'abbé Faria, Dormez, je le veux. Et puis il y a eu Charcot et Freud, Bien sûr. mais où c'était ce qu'on appelait de l'hypnose autoritaire. C'est-à-dire, c'était vraiment Dormez, je le veux. Et c'était des médecins, des hommes blancs, médecins, qui imposaient vraiment la transe à des gens qui n'avaient pas, qui étaient Oui, donc le du consentement, on même n'était pas, endroit. on n'était pas, c'était pas Alors, l'ère du consentement. certainement pas. Et en fait, Erickson, lui, Structurer un peu a tout ça. inventé alors il était psychiatre Mm. et vraiment lui il a pratiqué et inventé une hypnose utilisationnelle, permissive, adaptative et avec beaucoup d'histoires, beaucoup de métaphores, beaucoup de voilà. Donc et c'est un des pères de toutes les thérapies brèves qui ont suivi, quoi. C'est Erickson. vrai. Mm. L'art délicat de ne pas savoir, néanmoins, on a toujours des sensations dans une posture thérapeutique ou même dans la vie. Et comment on peut être à l'écoute à la fois de ce qu'on ressent et laisser libre cours sans trop d'autocensure, tout en gardant euh, un espace d'accueil de l'autre. Comment vous arrivez aujourd'hui à être à l'écoute de vous-même, prendre soin de vous-même et prendre soin de l'autre? Euh, Il y a comme un effet de double présence en fait, c'est-à-dire il y a la présence à l'autre, le regard, l'écoute, la perception, un côté, vous savez ce qu'on appelle la synchronisation entre deux personnes, deux amis, deux amoureux, etc. Les corps se synchronisent naturellement. Donc c'est aussi quelque chose qu'on apprend à faire. Euh, donc il y a cette présence, cette qualité d'écoute qui est déjà en soi thérapeutique, parce qu'en général, les gens qui arrivent, jamais personne ne les a écoutés comme on les écoute. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une qualité de présence à soi, c'est-à-dire que si ça résonne un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure,
Si je suis dans je veux être efficace, je veux aller vite, je veux aider cette personne, ça risque de me coincer dans ma tête. Alors que l'idée, c'est mon corps résonne aussi avec ce qui se passe chez l'autre. Ouais, le corps, c'est une présence totale. Donc il y a vraiment ce truc de double attention, attention à l'autre et attention à qu'est-ce que ça me fait dedans. Donc qu'est-ce que ça me fait dedans? Ça peut créer, je ne sais pas moi, de la crispation, de l'agacement, de la tension, du chagrin, des résonances. Des fois, ça peut faire ce dont cette personne est en train de parler résonne avec mon histoire. Donc dedans, je fais oui, effectivement, chouchou, ça résonne avec nous, mais pour l'instant, c'est pas nous qui sommes importantes, mais on pourra en reparler après. Et puis il y a aussi le fait d'être dans cette présence à moi-même, ça me donne accès euh, à ma bibliothèque intérieure. Donc les anecdotes familiales qui peuvent servir de métaphore thérapeutique, les dictons de ma grand-mère, Les vinyles. les chansons des Beatles, un extrait de film, une fois de temps en temps, je cite la Bible, et donc il y a vraiment cette espèce d'accès comme ça à mes propres annales akashiques, si on peut dire, mais à toute cette dimension de culture ou une recette de cuisine, ou la façon dont une plante pousse, ou Ça ramène du concret. ça ramène du concret et c'est vraiment, comment dire, ça permet de rentrer aussi dans une relation où, où, comme moi je ne suis pas coincée dans ma tête, j'autorise aussi l'autre à plus être coincé dans sa tête et dans l'histoire qu'elle se raconte et d'aller explorer des endroits où elle ne va pas habituellement, quoi. Oui, donc finalement, c'est un peu comme la discipline qu'on doit avoir quand on fait un métier physique, de ne pas le faire en étant crispé, parce qu'on va se faire mal, qu'on soit agriculteur ou masseur, ou maçon. Oui. Et à un moment donné, il faut respirer, il faut mettre de la mobilité, il faut mettre une présence, parce que si on passe ses nerfs sur le motoculteur, on risque de se faire un lumbago. Et finalement, dans un travail de posture thérapeutique aussi, ce que j'entends, c'est que prendre soin de soi, c'est être encore plus disponible à l'autre. Absolument. Et il y a vraiment aussi ce truc de quand ça résonne chez moi, et forcément avec l'expérience que j'ai, je peux aller assez rapidement à l'essentiel. Mais je peux aussi ressentir que cette personne-là, si je vais trop vite à l'essentiel, je ne suis pas dans son rythme. Et c'est pas OK. Parce que ça pourrait même devenir violent. Donc là, on a des techniques qui sont utiliser du conditionnel, poser des questions. Tiens, si je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous fait? Et donc vraiment baliser le terrain. Sécuriser, ouais, le terme c'est sécuriser. Sécuriser la zone. C'est ça. C'est-à-dire que si je suis vraiment dans mon corps, dans mes ressentis, dans comment... L'image que j'ai, c'est je suis un tambour avec une peau bien chauffée, quoi. Et donc je résonne comme il faut. C'est ça, le cœur ouvert, chaud. C'est ça. Et donc, moi, je suis en sécurité et donc je crée de la sécurité. Un espace où la personne en face est aussi en sécurité. Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure, cet accueil inconditionnel. Mais pour avoir un accueil inconditionnel, c'est pas être en pâture au milieu de la pièce, c'est très cadré, très discipliné. Ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Et c'est une pratique. Oui. C'est un muscle. C'est ça. La présence. Oui, complètement. Donc j'aime bien la façon dont vous en parlez parce que je trouve que ça vient démystifier aussi. Hypnothérapeute, peu de gens, les gens qui connaissent, on n'a pas besoin de leur partager les bienfaits, mais j'aime bien la façon pédagogique, avec les exemples, la façon dont vous en avez parlé. Et par rapport à la pédagogie, il y a aussi cette dimension qui pour moi est extrêmement importante. Dans ma pratique, il y a la posture de l'hypno, il y a la posture de l'accompagnement sur le temps long aussi.
Mais il y a la posture psychopédagogique, c'est-à-dire que je donne à mes clients des grilles de lecture, en fait, là, ce dont vous parlez, c'est il y a une dissonance entre ce que vous voyez faire et puis votre idéal du moi. Où là, vous voyez, c'est un peu comme si votre adulte, il était pris entre deux feux, entre un parent Normatif. Persécuteur et un enfant rebelle. Donc je donne comme ça des grilles de lecture, ce qui est extrêmement, là encore il y a de la sécurité et rassurant pour les gens parce que ça leur dit de façon implicite, t'es pas tout seul. C'est tellement, ça fait partie tellement de la condition humaine qu'il y a des gens qui ont écrit des livres et des livres et des livres sur ça, quoi. Et ça leur donne de l'autonomie aussi. Bien sûr. Et il y a beaucoup aussi la dimension de... vous savez, ils arrivent en disant « je veux gérer mes émotions ». Et moi, à chaque fois, ça me fait « mais c'est pas un portefeuille d'action, quoi ». Et donc, il y a beaucoup de psychoéducation aussi sur c'est quoi les émotions, à quoi ça sert, comment là. Et que la question n'est pas tant de les gérer ou de les maîtriser que de les réguler. Et donc, être capable de les accueillir comme étant des manifestations de notre humanité et des messages et des informations. Et il y a aussi un gros travail souvent de légitimation, je sais plus, des émotions. Les gens qui arrivent en disant « je suis en colère, j'ai honte ». Bah oui, mais en fait, qu'est-ce qui vous met en colère ? Bah oui, quand vous m'en parlez, moi aussi, ça me met en colère, en fait. C'est normal d'être en colère. Accepter de ressentir ce qu'on ressent, c'est le premier pas. C'est ça, c'est ça. C'est se rendre compte que c'est OK de ressentir les choses et qu'il n'y a pas de mal à ça. Si on revient à la petite fille avec laquelle on a démarré notre entretien, on la regarde dans les yeux, même si elle a un peu la tête baissée, mais on peut regarder au travers de sa frange. Est-ce que vous êtes fière de ce qu'elle a fait de vous ? Oh oui, je suis très très fière. Je suis très très fière d'elle. Elle en a un peu bavé des ronds de chapeau. Des ronds de chapeau ? Oui. C'est comment les ronds de chapeau ? Elle a pris cher. Hein. Elle a vraiment pris cher. Là, ça commence à aller mieux, mais... mais alors, elle a eu une résistance, une résilience, un courage, une capacité à se réinventer. Ouais, je suis fière d'elle. En tout cas, elle peut être fière d'elle. Magnifique. Il y a, je ne sais plus quel thérapeute qui dit on ne peut pas accompagner les gens plus loin qu'on est allé soi-même. Et je peux aujourd'hui m'autoriser à dire que je peux accompagner les gens très loin. Merci pour ce beau partage, Emmanuelle. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Que de mots et de phrases inspirantes, pleines de bon sens, et la richesse de cette posture à adopter avec l'art délicat de ne pas savoir. Une invitation à éveiller nos sensations, nos perceptions, et le secret de l'intuition. Enfin, prendre le temps de vous relier à vous-même, de vous intérioriser et de porter attention à toutes ces petites captures polysensorielles qui enrichissent tellement notre quotidien. Vous pouvez retrouver Emmanuelle Sardou dans la description de l'épisode et sur les réseaux pour continuer cette exploration. N'hésitez pas à vous abonner pour encourager Sensoscopie. Prochain épisode le 1er mars et d'ici là, ouvrez vos antennes.